Maintenant, quand on parle des analyses microbiologiques des aliments, donc là, je viens de présenter la plupart des outils que l'on peut utiliser. Maintenant, dans quel objectif on va les utiliser ou dans quelles circonstances on va utiliser tous ces outils-là. Okay? Donc, deux objectifs. Contrôler la qualité microbiologique générale des aliments. Donc, parfois, on voudrait qu'il n'y ait pas de certains micro-organismes, donc pas de micro-organismes pathogènes. Mais parfois, contrôler la qualité microbiologique générale des aliments, c'est peut-être de vérifier s'il y a bel et bien du lactobacillus ou du bifidobacterium bifidus dans mon yogourt. Okay? Donc, des fois, ça peut être la recherche de micro-organismes souhaités, puis dans d'autres, ceux qu'on ne veut pas. Okay? Si on parle de probiotiques, on veut ces micro-organismes-là, mais on ne veut pas les pathogènes. Aussi, ça peut être de détecter la présence de micro-organismes donc pathogènes d'où leurs toxines. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est un aspect négatif. Donc, on ne veut pas de résultats positifs quand on fait ces tests-là. Mais si on trouve quelque chose, un pathogène ou une toxine, là, ça peut mener à des rappels alimentaires, par exemple. Donc, si je fais, par exemple, un décompte, si je veux savoir quelle est la quantité de micro-organismes qu'il y a dans un aliment, donc ici, je ne vais pas nécessairement chercher à différencier toutes les espèces bactériennes qui sont présentes dans l'aliment. Je veux juste savoir quelle est la quantité par volume de cette bactérie-là dans l'aliment que je teste. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, et vous allez le faire en laboratoire, ça ici. Donc, vous prenez un échantillon de nourriture et vous l'homogénéisez dans une solution. Vous préparez des tubes qui contiennent un bouillon nutritif. Chacun des tubes contient 9 ml de bouillon. Vous, de votre échantillon initial, vous allez prendre 1 ml que vous allez déposer dans le premier tube seulement. On va mélanger. Donc ça devient une dilution 1 dans 10. Donc 1 ml ajouté à 9, donc un volume total de 10. Donc c'est 1 dans 10, une dilution que l'on nomme 10 à la moins 1. De ce tube-là, après l'avoir mélangé, je vais prendre 1 ml que je vais verser dans un deuxième tube qui lui aussi contenait 9 ml de bouillon. Donc, encore une fois, une dilution 1 dans 10 qui me donne une dilution cette fois de 1 dans 100. Parce que si j'étais déjà dilué par un facteur de 10, je redilue par 10, donc 10 fois 10, 100. Je fais la même chose, 1 fois 10 à la moins 3, donc une dilution 1 dans 1000, etc. Je pourrais aller jusqu'à 10 à la moins 12 s'il faut. D'accord? De ces tubes-là, on va prendre 1 ml qu'on va déposer sur la gélose. On va étendre les bactéries sur la gélose avec un outil approprié et par la suite, on va les placer à incubation dans les bonnes conditions, avec ou sans oxygène à 37 degrés ou à une température idéale pour les bactéries. Après 24-48 heures d'incubation, on va aller voir les géloses et on va devoir faire un décompte des colonies qu'il y a sur ces géloses-là. Pour que ce soit statistiquement valable, il faut que l'on ait un nombre de colonies qui varie entre 25 et 250. Parce que là, si vous regardez les deux premières géloses, il y en a tellement, on ne peut pas le compter. Souvent même, il y a des zones de confluence, donc c'est comme une espèce de tapis de bactéries, ça ne se compte pas. Ici, il n'y en a pas, là c'est 0. 2, vous pourriez dire, hey, wow, c'est facile, je compte 2, mais ce n'est pas statistiquement valable. 17, on est limite. Ça serait le fun de pouvoir compter celle-là, mais on n'est pas dans les valeurs statistiquement valables. Donc, malheureusement, c'est cette gélose-là qui va être celle où on va compter les colonies. Donc, il y a des appareils qui peuvent le faire pour vous. Donc, tu mets la gélose dans l'appareil, puis il y a un lecteur qui détecte les colonies et les compte. Parfois, c'est nous-mêmes qui le faisons. Donc, on prend les géloses, on les place sur un compteur à colonies, puis avec un crayon, on appuie sur les colonies. Donc, ça fait une marque sur le plat de pétri et l'appareil détecte la pression et ça compte les colonies pour vous. Si vous êtes dans un système encore plus vieillot, archaïque, là, vous comptez les géloses avec un petit compteur clic, clic, clic dans votre main. Ça, c'est vraiment épouvantable. J'ai déjà fait ça, là. Mais j'ose espérer qu'en 2020 et plus, on n'a plus ces méthodes-là. Mais bon, c'est pas impossible. Donc, à partir du chiffre que j'obtiens, donc dans ce cas-ci, j'ai 159 colonies. Pour savoir le nombre de bactéries qu'il y avait dans ma solution initiale et la quantité par millilitre, je vais prendre mon nombre de colonies et je vais le multiplier par le facteur de dilution. Donc, dans ce cas-ci, la gélose sur laquelle j'ai compté les colonies, c'était ma dilution 10 à la moins 3. Donc, c'est une dilution de 1000 fois, donc 10 à la 3. Donc, je vais faire 159 fois 10 à la 3 et ça me donne 1,59 fois 10 à la 5.
ou 159 fois 10 à la 3, là, mais peu importe. Donc 1,59 fois 10 à la 5 cellules bactériennes par millilitre. Okay? Ce qu'on appelle les CFU, c'est un acronyme pour Colony Forming Units. Okay? Donc, dans le fond, c'est le nombre de colonies par millilitre ou le nombre de micro-organismes par millilitre. Parce que chaque colonie sur une gélose, initialement, c'était une seule bactérie, puis pendant l'incubation de 24-48 heures, elle s'est multipliée. Donc, chaque colonie est formée de milliers de bactéries, mais initialement, c'était une bactérie. Donc, on peut faire le calcul comme ça. Autre méthode, un petit peu moins précise, mais qui donne un intervalle de confiance, c'est la méthode du nombre le plus probable. Donc, tu as ta solution non diluée, solution 1 dans 10, 1 dans 100. Tu vas mettre 1 ml dans une série de chaque tube, puis ces tubes-là contiennent un indicateur pH. Okay? Si la bactérie dégrade les sucres dedans, le milieu va devenir jaune. Donc, on met cet échantillon-là, je le mets dans 5 tubes, celui-là dans 5 tubes, celui-là dans 5 tubes. Mon résultat, je regarde. Dans ce cas-ci, j'ai eu 4 tubes positifs puis un négatif. Donc, ça me donne un 4. Ici, j'ai 2 positifs, 3 négatifs. Et ici, j'en ai 1. Ce chiffre-là, 4, 2, 1, vous allez voir dans l'échelle de référence qui est ici, et ça vous donne le nombre moyen de bactéries qu'il pourrait y avoir dans votre échantillon, par 100 ml dans ce cas-ci. Et vous avez l'intervalle de confiance, donc avec un minimum de 12 puis maximum de 65. Donc, ça vous donne un intervalle, une quantité relative de micro-organismes qui pourrait y avoir dans votre échantillon. Puis là, votre échantillon, est-ce que c'est un jus, du lait, peu importe, un aliment quelconque que vous avez dilué, que vous avez traité, puis vous en faites une vérification par la suite. Dans votre manuel, allez à ces pages-là, puis ça l'explique un petit peu plus en détail. Décompte sur gélose après filtration. Donc, on va filtrer littéralement une certaine quantité. Donc, ça peut être un volume de 100 ml, par exemple, de jus, de liquide ou d'un aliment solide qui a été homogénéisé, liquéfié. On le passe le tout sur le filtre. Les bactéries ne passeront pas à travers le liquide, vont être prises par le filtre que je colle par la suite sur une gélose. Et les bactéries vont se développer pendant l'incubation de 24-48 heures. Et le lendemain, je peux compter le nombre de colonies et ça va me donner un nombre X de CFU par 100 ml, ou du moins le volume là, qui a été filtré. Si vous avez filtré 1 litre, ça va être le nombre de bactéries par litre ou par 10 ml, peu importe. Décompte, cette fois-ci, de bactériophages. Là, c'est différent. Parce que les bactéries, on peut compter les colonies comme telles, le levure serait la même chose. Mais des bactériophages, ça ne se développe pas sur une gélose. Donc, ce qu'il faut faire, il faut mettre des bactéries sur toute la surface de la gélose. Ensuite, on ajoute une certaine quantité de bactériophages. Puis, on peut faire encore une fois plusieurs dilutions en série pour faire plusieurs géloses. Et là, on regarde après 24-48 heures, non pas les colonies, mais ce qu'on appelle les plages de lyse. Donc, littéralement, il y a des espaces où les bactéries ne se sont pas développées. Et chaque petit point où les bactéries ne se sont pas développées correspond à la présence de bactériophages. Donc, on va compter le nombre de plages de lyse et ça va, en fonction du facteur de dilution, on multiplie le tout et ça nous donne le nombre de bactériophages par millilitre dans notre solution. Donc, je rappelle que les bactériophages sont des virus qui tuent les bactéries. Faire un test comme celui-là, si vous faites du yogourt, vous ne voulez pas voir de bactériophages parce que les bactériophages vont tuer les bactéries qui sont censées produire le yogourt pour vous. Donc, on veut limiter ça le plus possible, mais ça peut être un test de routine que l'on fait juste pour s'assurer que l'on garde notre environnement exempt de bactériophages. Les 3 principales catégories d'analyse microbiologique, donc ça peut être des tests d'hygiène générale, juste vérifier s'il y a présence de micro-organismes ou non et en quelle quantité. Indice de qualité commerciale, donc dans la bouffe, qu'est-ce qu'on va retrouver. Et ensuite, la recherche et le dénombrement d'espèces pathogènes particulières. Donc là, ici, on veut vraiment identifier quelque chose de précis, que ce soit une bactérie, un mycète ou les toxines qu'elles produisent. Donc, pour les tests d'hygiène générale, donc on veut assurer ou vérifier l'innocuité des aliments, donc la sécurité des aliments pour les consommateurs.
Donc, plutôt que de faire des tests microbiologiques précis coûteux, on recherche des indicateurs. Donc, si on veut voir, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de bactéries dans tel aliment, ben, on peut rechercher la microflore mésophile, donc des bactéries qui tolèrent les températures comme 37 degrés et qui sont aérobies. Donc, on va faire des tests qui nous permettent de détecter toutes ces bactéries-là. Peu importe si c'est du E. coli, de la salmonelle, je vais avoir un portrait global de la quantité qu'il y a. Je peux aussi rechercher des coliformes, des entérobactéries, des bactériophages. Et pour faire ça, ben, je peux utiliser les fameux pétrifilms, qui vont me permettre d'avoir un estimé des bactéries, par exemple E. coli et coliformes. Donc ça, c'est un test des gènes général. Rappelez-vous, par exemple, dans la vidéo, la technicienne avait déposé son pétrifilm, elle, sur le téléphone, mais un des pétrifilms, c'était écrit aussi que c'était dans l'évier que ça avait été testé. Donc, vous pourriez faire des tests comme ceux-là, par exemple, test d'hygiène générale dans la cuisine, encore une fois, donc dans l'évier, sur les surfaces de travail, avec un pétrifilm pour la salmonelle. Donc, vous voulez voir si c'est de la salmonelle présente dans votre environnement de travail. Donc, sans vouloir faire un décompte précis, est-ce qu'il y en a, oui ou non? Indice de qualité commerciale, donc là, on veut voir la charge microbienne, l'abondance de la microflore d'altération, donc est-ce qu'il y a des moisissures dans les céréales, est-ce qu'il y a des bactéries psychrophiles dans les aliments? Par exemple, est-ce qu'il y a de la bactérie Listeria en grande quantité sur mon fromage ou sur mes viandes froides? Et aussi, on peut rechercher des métabolites indicateurs. Donc, sans vouloir chercher la bactérie elle-même, on peut vouloir trouver des métabolites que les bactéries ont produits. Et là, rappelez-vous, les intoxications alimentaires à l'histamine par certains produits ou fruits de mer. Donc, certaines bactéries dégradent l'histamine, ça provoque, l'histidine présente dans la viande, puis ça fait de l'histamine avec laquelle on peut s'intoxiquer. Donc, dans les cannes de thon, du maquereau, donc certains poissons qui sont plus sujets à avoir ce type de problème-là parce qu'ils contiennent beaucoup d'histidine. Puis si les bactéries dégradent ça, on va rechercher la présence d'histamine. Aussi, je pourrais vouloir rechercher la présence d'éthanol. Donc, par exemple, si vous faites du jus de pomme, puis on fait des petites boîtes à jus pour les enfants à l'école, vous ne voulez pas que les enfants, ce soit du cidre avec de l'alcool dedans qu'ils boivent. Je ne voudrais pas avoir une classe de première année pactée avec du jus de pomme. Donc, on peut vouloir chercher non pas les bactéries ou les levures qui ont dégradé le jus de pomme, mais bien rechercher la présence du produit problématique. Ensuite, les recherches et dénombrement d'espèces pathogènes et de leurs toxines. Si on recherche des pathogènes, souvent ce qu'on doit faire, puis ça je vais insister là-dessus, c'est du pré-enrichissement. Trouver de la salmonelle dans un environnement où il y a beaucoup de bactéries, ça peut être difficile parce qu'elle peut être masquée par la présence des autres. Donc, ce qu'on peut faire, c'est du pré-enrichissement. Donc, on va prendre l'échantillon alimentaire, puis on va donner les conditions idéales, par exemple, pour que salmonelle se développe. Donc, bonne température, bonne présence d'oxygène, etc. On va lui donner des éléments nutritifs qui vont permettre sa survie à elle. On peut ajouter des bouillons sélectifs, donc qui vont inhiber, par exemple, les bactéries Gram-plus ou E. coli. Et par la suite, on va faire les tests biochimiques ou sérologiques qui vont nous permettre de détecter salmonelle. Mais au départ, pourquoi on fait du pré-enrichissement? C'est pour augmenter la quantité. Donc, quand on fait du pré-enrichissement, on ne fait pas un dénombrement par la suite parce que c'est sûr qu'on en a beaucoup plus. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une bonne quantité de bactéries pour qu'elles soient plus faciles à identifier. Par la suite, recherche de toxines, recherche de virus, recherche de parasites. Dans le cas des protozoaires et des helminthes, donc on peut rechercher le protozoaire ou les vers directement dans les selles. On peut chercher la présence de kystes dans la viande. On peut chercher la présence d'œufs ou de larves dans l'eau, dans les aliments, dans les selles. Donc, il y a plusieurs façons de rechercher ces parasites-là. Puis, dans certains cas, dans le cas de certains vers, on s'entend que ce n'est pas très microscopique, donc c'est facile. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on veut contrôler dans l'environnement alimentaire? Le matériel, surface de travail, les équipements, la trancheuse là, à l'épicerie pour faire des tranches de viande froide. Là, de temps en temps, il faut l'entretenir. Donc, il faut nettoyer le tout, puis s'assurer qu'il n'y aura pas multiplication de micro-organismes problématiques. Contrôle de l'atmosphère, la qualité de l'air, la quantité de spores. Est-ce qu'il y a plein de moisissures dans l'air que je respire? Ces moisissures-là pourraient se redéposer sur les aliments. Donc, il faut contrôler l'air ambiant. Contrôler la qualité de l'eau. Pas prendre l'eau d'une rivière directement pour faire ses produits. Contrôle du personnel. Donc, les humains qui travaillent dans l'environnement.
lavage des mains, essentiel dans tous les aspects de notre vie. Porter un filet pour les cheveux, pour la barbe, propreté des vêtements, des tabliers. D'accord? Donc, on veut éviter qu'il y ait développement de micro-organismes sur nos vêtements. Je pourrais parler du port de gants parfois aussi. OK? Donc, comment retirer les gants correctement pour ne pas se contaminer une fois qu'on les retire. Donc, il y a plein de choses à vérifier dans l'environnement alimentaire. Et par la suite, quand on veut traiter, nettoyer l'environnement alimentaire, pour que notre traitement soit efficace, il faut s'assurer de plusieurs choses. Parce qu'il y a des facteurs qui influencent sur la qualité du traitement. Par exemple, le type de micro-organisme. Est-ce que j'ai affaire à des virus ou à des bactéries? Parce que si c'est des bactéries, il y a des produits qui vont agir d'une certaine façon. Si ce sont des virus, ça va peut-être prendre autre chose. OK? Si je prends des bactéries, puis je parle d'une infection chez l'humain, par exemple, un traitement antimicrobien, je pourrais prendre des antibiotiques. Mais si j'ai une infection virale puis je prends un antibiotique, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut savoir à qui on s'attaque. Nombre initial de micro-organismes. S'il y a beaucoup de micro-organismes dans l'environnement désinfecté, je vais peut-être avoir besoin de produits plus forts, plus concentrés. Okay? De l'eau de Javel, peut-être pas juste à 1%, mais peut-être à 6%. Du peroxyde, donc ça dépend. Okay? S'il n'y a pas beaucoup de micro-organismes, des fois, juste de l'eau, du savon, ça peut faire la job. Mais plus il y en a, plus la concentration du produit devra être forte ou le type de produit devra être puissant. Dans l'environnement, okay, est-ce qu'il y a présence de résidus alimentaires? C'est bien beau laver un couteau, mais s'il y a plein de sang, de restants de chair de poisson, de chair de poulet, je ne vais pas nettoyer correctement. Si vous avez une passoire, okay, puis vous avez, je ne sais pas moi, égoutté justement de la viande, vous avez lavé un poulet dedans, peu importe, il y a peut-être des résidus alimentaires qui vont nuire au nettoyage. Okay? Donc, il faut tenir compte de ça. Est-ce qu'il y a de la matière organique? Est-ce qu'il y a des biofilms? Okay? Rappelez-vous, les biofilms sont des bactéries qui se développent, qui se regroupent, qui libèrent des substances visqueuses autour d'elles, donc des exopolysaccharides, entre autres. Ces biofilms-là vont rendre le nettoyage, par exemple, de certains outils, certaines choses que vous utilisez en cuisine plus difficiles. Okay? Température pH pourrait influencer aussi sur l'efficacité d'un traitement en cuisine. Le type de matériel est désinfecté. Est-ce que c'est un couteau en stainless? Est-ce que c'est de la porcelaine? Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du bois, une planche à découper en bois? Donc, le matériel à désinfecter peut orienter le choix du traitement qu'on va appliquer. Durée d'exposition, ça c'est important, puis souvent on ne s'en préoccupe pas. Par exemple, quand le Lysol, okay, la compagnie qui produit ce nettoyant-là, nous dit que Lysol tue 99% des germes. Est-ce qu'ils ont le droit de dire ça? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'eux ont fait des tests sur certains micro-organismes précis, dans des conditions précises aussi, donc avec une quantité de micro-organismes connus, et ils ont laissé agir le produit un certain temps. Souvent, nous, ce qu'on fait, on va vaporiser sur la surface, puis on va essuyer avec un linge tout de suite. Idéalement, il faudrait laisser agir le produit pour que chimiquement, les micro-organismes soient altérés. Donc, vous venez de préparer du poulet dans votre cuisine, puis vous voulez nettoyer la surface de travail avec du Lysol, d'accord. Vaporisez, mais laissez agir. Puis moi, ce que je vous dirais par la suite, une fois que le produit a fait son effet et que vous avez essuyé le comptoir, repassez avec un linge propre et de l'eau pour enlever les résidus du Lysol. D'accord? Mais il faut laisser le produit agir. Sinon, les micro-organismes, on va les enlever un petit peu plus mécaniquement avec le linge comme tel qu'avec une action chimique. Ensuite, les caractéristiques des micro-organismes. Donc, supposons que je sais que mon micro-organisme, c'est une bactérie. Okay? Parce que souvent, là, je vous le dis, là, le 1 et le 5, les gens les confondent. Ici, dans le 1, je veux savoir est-ce que j'ai une bactérie, un virus ou un mycète. Mais ici, je sais, par exemple, que j'ai une bactérie. Mais je veux savoir, est-ce que c'est une bactérie gramme plus ou une bactérie gramme moins? Est-ce que c'est une bactérie qui a une capsule ou sans capsule? Par exemple, si j'ai un virus, est-ce que c'est un virus non enveloppé ou c'est un virus enveloppé? Celui qui n'a pas d'enveloppe, là, va être plus résistant dans l'eau, va être plus résistant au traitement à l'alcool. Tandis que celui qui est enveloppé, souvent avec un traitement à l'alcool comme du Purell, il va être détruit facilement. Avec des produits nettoyants, le virus
enveloppé va être détruit encore une fois plus facilement, donc moins résistant dans l'environnement. Virus de la gastro, OK, réovirus, rétrovirus sont non enveloppés. Donc, s'il y a quelqu'un qui a la gastro chez vous, c'est pas le temps juste de mettre du purel. Le virus va résister à ça. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau. De toute façon, c'est tout le temps la meilleure façon de procéder. Mais un virus comme la grippe, la COVID-19 sont des virus enveloppés. Je ne dis pas que c'est la meilleure stratégie d'utiliser seulement du purel, mais ça pourrait faire la job dans les circonstances. Donc, les caractéristiques du micro-organisme. Et voilà, ça termine le chapitre. Donc, le glossaire à compléter. Faites la différence entre les différents milieux qui sont là. Ça ici, c'est une Bible. OK? Tous les protocoles standardisés de l'ACIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, sont retrouvés en ligne. Regardez bien ça. Donc, vous allez là-dessus. C'est divisé en 5 volumes, rien de moins. Là, okay? Et vous avez plein de protocoles. Okay? Je vais vous en montrer quelques-uns. Examen microbiologique du fromage cottage, examen microbiologique du lait. Okay? Il y a des protocoles qui datent un peu. Là. Examen microbiologique du cacao et du chocolat. Examen microbiologique du lait en poudre. Donc là, on a l'air à vraiment être dans une thématique, je ne sais pas, produits laitiers, etc. Mais vous pouvez aller voir les différents volumes. Okay? Vous avez tous les protocoles qui sont là. Okay? Dénombrement des levures et des moisissures dans les aliments. Il y en a plus, il est quand même récent. Là. Il y a plein d'informations. Vous n'avez pas idée de la quantité de protocoles qu'il y a là-dedans. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez demander à ce qu'on vous envoie ces protocoles-là. Donc, vous rentrez votre information dans le logiciel. Ça va vous demander entre autres votre courriel. Puis, on va vous envoyer les volumes par courriel. Vous n'êtes pas obligé de tout imprimer. Okay? Mais vous allez avoir toute l'information. Donc, si vous avez des questions pour savoir comment je fais pour dénombrer les bactéries dans, je sais pas moi, dans de la laitue, ben, il y a un protocole pour pratiquement tout. Okay? Ça demande un petit peu de recherche. J'en ai mis quelques exemples dans votre cahier de laboratoire, okay, à titre indicatif, mais sachez qu'il y en a plein. Puis c'est les protocoles standardisés au Canada. Donc, peu importe les industries dans lesquelles vous allez travailler, ça se peut que ce soit ces protocoles-là que vous utilisiez. Donc, sachez que ça existe, sachez que vous y avez accès. Pour terminer, donc, je vous demande de lire le chapitre 8 de votre manuel, donc les pages 604 à 642. J'espère qu'il n'y a pas eu une nouvelle édition. Puis répondez aux questions. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les sous la vidéo ou envoyez-moi un message, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne journée.